Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire économique aujourd'hui concernant les seniors au Luxembourg, des profils socio-économiques singuliers, des enjeux majeurs pour le pays. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle avec nous et aussi à toutes les personnes évidemment qui sont en Webex. Les orateurs d'aujourd'hui sont Monsieur Laurent Pache, Frédéric Durand et aussi Antoine de Decauville. Je me permets de vous dire quelques mots sur chacun d'entre eux avant de commencer. Donc, Laurent Page est expert des questions territoriales et des politiques publiques locales. Il a rejoint le département développement urbain et mobilité du Isère en avril 2023, où il travaille notamment sur la création et la mise en œuvre d'observatoires territoriaux et communaux. Dans ce cadre, il a récemment été conduit à travailler sur la question des seniors. Frédéric Durand, géographe de formation, travaille au LISER depuis 2009 sur des questions de développement urbain, en particulier en contexte transfrontalier. Il est impliqué dans plusieurs observatoires territoriaux et communaux au Luxembourg, dont l'objectif est de mieux comprendre les mutations et les inégalités socio-spatiales, mais aussi de fournir un appui efficace aux décideurs en matière de planification sociale. Depuis quelques années, ces activités portent également sur les questions liées à la transition écologique. Et enfin, Antoine de Decauville est géographe spécialisé sur les questions d'aménagement du territoire. Il est responsable de l'Observatoire du développement spatial, financé par le ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire, qui analyse les dynamiques spatiales de Luxembourg et fournit une aide à la décision en matière de définition de stratégie territoriale. Donc voilà, je vais vous passer la parole. Et pour toutes les personnes qui sont en WebEx, vous pourrez poser des questions soit à l'écrit, soit à l'oral, à la fin de la présentation et dans la salle, à la fin de la présentation. Alors, Merci beaucoup de cette introduction. Alors moi, je suis Laurent Pacht du LISER et donc avec mes collègues Antoine de Decauville et Frédéric Durand, on va vous présenter un peu, comme vous l'avez dit, le fruit de ce travail réalisé sur les seniors en nous appuyant sur le recensement de la population 2021. Donc travail qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre trois institutions, hein, le STATEC, l'université et le LISER. Donc c'est ça. Je sais pas, j'ai mis là-dessus. Merci. Donc avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, il nous a paru utile de pouvoir nous attarder un petit moment sur la notion en fait de vieillissement et de senior, savoir un petit peu de quoi on parle. Alors en général, il y a des critères objectifs assez simples qui sont retenus pour définir effectivement la question de la seniorité et du vieillissement, qui sont bien sûr l'âge, et puis le degré d'autonomie ou de dépendance, selon le point de vue. Donc, on distingue couramment les 60-74 ans qui sont généralement mobiles, pour la plupart en bonne santé, et puis pour certains actifs encore professionnellement. Et puis les plus de 75 ans, plus ou moins autonomes et plus ou moins assistés dans leur vie quotidienne. Alors tout ça, ce sont évidemment des schémas, une vision un peu simplifiée des choses. En réalité, évidemment, tout ceci est beaucoup plus complexe à caractériser. Et en fait, le vieillissement, il recouvre en fait des situations individuelles et des expériences en fait individuelles qui sont très différenciées. Et il y a plusieurs paramètres qui permettent d'illustrer ça. Alors, évidemment, c'est une notion évolutive, hein. Les personnes âgées d'aujourd'hui ne l'étaient pas forcément, effectivement, hier, et inversement, autrement dit, évidemment, avec l'allongement de la durée de vie et de la durée de vie en bonne santé, évidemment, ça a brouillé les repères sur les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont jeunes, et schématiquement, la jeunesse dure plus longtemps aujourd'hui qu'autrefois. La dimension subjective est également très importante à considérer, au sens où, évidemment, le regard et la perception qu'on a de soi n'est pas forcément celle de la société, d'une certaine norme sociale. Je pense au marché de l'emploi, je pense au marketing, à la publicité, etc. Donc, il y a un vrai décalage qui peut effectivement s'opérer entre les deux dimensions. Les inégalités socio-économiques, c'est aussi très important. On ne vieillit pas forcément de la même manière selon qu'on est confronté ou non à la précarité, à l'isolement, à des addictions, à des difficultés parfois d'accès aux services et aux soins. Donc ça, c'est aussi un paramètre très, très important. Et puis, on s'aperçoit que c'est une notion extrêmement mouvante et à géométrie variable parce que, en fait, elle est définie de manière très différenciée en fonction des usages et des activités dont on parle. Alors, par exemple,
voilà, si on a fait un peu de sport, on sait qu'on est qualifié de vétéran ou de senior à 30 ans ou à 35 ans, par exemple, quand on joue au football. 45 ans ou 50 ans pour le marché de l'emploi. On a effectivement des aides qui sont attribuées aux employeurs pour les chômeurs âgés à partir de 45 ans. 60 ans, c'est aussi un âge pivot très important pour la tarification sociale, pour le service télé-alarme, pour la retraite anticipée, d'ailleurs, qui est plutôt de 57 ans, sous condition. Et puis enfin, l'âge de 65 ans, c'est aussi un âge de référence, non seulement pour la retraite, mais pour beaucoup d'autres dispositifs et d'institutions. Donc tout ça pour vous dire que, évidemment, dans le cadre de cette publication, on n'a pas pu entrer en finesse, en fait, dans ces codes de caractérisation-là et dans toutes ces considérations. Par contre, ouais. Par contre, ces réflexions nous ont conduit quand même à acter un parti pris méthodologique et de se dire qu'on a retenu différents seuils d'âge en fonction des thématiques et des angles d'approche. Alors, par exemple, pour le marché du travail, 50 ans, pour le handicap, 65 et 85 ans, puis 65 ans, c'est aussi un âge de référence pour nous dans le cadre de cette publication. Je vais poursuivre en vous posant quelques petits éléments de contexte, si ça veut bien marcher. Ça ne marche pas, ouais, c'est avec la roulette. Ah ouais, okay. Alors, quelques éléments de contexte et de méthode par rapport aux travaux qu'on a fait dans le cadre de cette publication. Donc déjà, premier élément, c'est de dire que cette campagne de recensement de la population en 2021 a été impactée par le contexte de la crise sanitaire, qui a quand même eu des impacts sur le taux de participation. Donc, quand on compare le taux de participation en 2021 et en 2011, on est passé de 85% en 2011 à 79% en 2021. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a observé, c'est l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur les données du recensement, mais il y a une grande variabilité des taux de participation selon les communes. Par exemple, il y a eu 57% de participation pour la commune de Luxembourgville, et ça va même jusqu'à 100% pour certaines communes comme Puttscheid. Un deuxième élément qui était important de vous signaler, c'est que notre publication, elle s'appuie principalement sur les données que les répondants fournissent. Et donc, de fait, on s'est plutôt appuyé on a plutôt produit des indicateurs en se basant sur des résultats en valeur relative plutôt qu'en valeur absolue. Il y a juste une exception, c'est sur la démographie, où là, il y a eu des traitements qui avaient été corrigés entre les données du recensement recueillies en 2021 et les données du Statec et de l'État. Un point qu'on voulait vous signaler aussi, c'est que ça concerne un peu les limites de ce travail. Les données du recensement, c'est difficile d'avoir un portrait social des seniors. Quand on parle de portrait social, ici, c'est plutôt des données relatives, par exemple, aux revenus. Pour ce type d'information, d'habitude, on travaille avec des données qui proviennent de l'Inspection générale de la sécurité sociale, comme on a pu le faire, par exemple, cette année dans le cadre des observatoires sociaux de Chifflonge et de Esch-sur-Alzette, où on a travaillé sur la question des seniors. D'ailleurs, hier soir, on a présenté le rapport de Chifflange sur le vieillissement. Et on a parlé de ça, notamment des revenus. Néanmoins, même si on n'a pas ces données relatives aux revenus, il faut dire qu'un recensement, c'est quand même un moment assez important pour un pays, pour une région, parce qu'on arrive à collecter des données qui ne sont pas forcément faciles à collecter autre part. Donc, on a quand même une grande richesse d'informations à travers ce recensement. Et l'idée qu'on a eue, nous, c'est d'essayer de valoriser un peu ces données et de les thématiser. Donc, on a réfléchi à quel fil conducteur on pouvait créer dans cette note, et on a identifié 5 thématiques, 5 principales thématiques. On aurait peut-être pu faire davantage, mais nous, on a souhaité travailler donc d'une part sur la démographie des seniors, sur des aspects multiculturels, donc le plurilinguisme, donc on va travailler sur des variables liées aux nationalités ou aux langues pratiquées.
Une troisième thématique est liée au marché du travail. Donc là, on a des données notamment sur le niveau d'éducation des personnes qu'on n'a pas forcément dans d'autres bases de données. La quatrième thématique abordée est le contexte familial et résidentiel. Et enfin, la dernière thématique est relative au handicap, et c'est quelque chose de nouveau dans ce recensement. Donc on clôturera notre présentation là-dessus. C'est le handicap perçu par les répondants. Donc l'idée derrière ces thématiques, c'était donc de créer un fil conducteur, comme je viens de le dire, mais aussi d'essayer, autant que faire se peut, d'identifier les enjeux derrière ces thématiques. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ces 5 thématiques. Je vous laisse la main à Antoine, qui va nous parler de la démographie des seniors. Voilà, alors quelques éléments de tendance sur la démographie des seniors. Mais avant cela, déjà, un constat. Le vieillissement de la population est une tendance européenne. Ça, je pense que tout le monde est assez au courant de cela. Mais également, de plus en plus, une tendance planétaire. Les pays économiquement développés ne sont pas les seuls à être confrontés à cette dynamique, mais de plus en plus de pays en voie de développement présentent également des tendances de plus en plus claires à un vieillissement de leur population. Or, cette tendance est très souvent dépeinte par les médias sous un angle un peu négatif, voire anxiogène, notamment lorsque l'on traite de la question des finances publiques, bien sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier quand même que ce constat, il est aussi porteur d'une excellente nouvelle. Bien sûr, c'est qu'on vit plus vieux et on vit également en meilleure santé plus longtemps, comme l'a déjà dit Laurent auparavant. Alors, quand on s'intéresse à la situation du Luxembourg, eh bien, en fonction de l'indicateur choisi pour essayer de prendre conscience de ce phénomène, eh bien, en fonction de l'indicateur choisi, la situation peut sembler parfois un peu paradoxale. Si on prend l'indicateur, par exemple, de la part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population, eh bien, cette part est très faible. Elle est de 14,8%, ce qui, à l'échelle de l'Union européenne, est bien en deçà de la moyenne, qui est d'environ 20,9%. Alors, de prime abord, on pourrait se dire, bon, la situation au Luxembourg est celle d'un pays relativement jeune. Mais en fait, quand on regarde la pyramide des âges, qui est à droite de l'écran, on voit que les personnes âgées de moins de 25 ans, c'est-à-dire la base de la pyramide, eh bien, ces personnes sont relativement peu nombreuses en chiffres relatifs. Et finalement, la part des personnes de 65 ans et plus, si elle est relativement contenue, c'est en raison du renflement de cette pyramide des âges au niveau des classes d'âge en âge de travailler, donc de 25 à 59 ans. Donc, ce constat d'un pays où la population serait relativement jeune, à l'aide de l'indicateur de la part des personnes de 65 ans et plus, est un constat partiellement en trompe-l'œil et partiellement trompeur, car en parallèle, on observe par contre un véritable vieillissement de la population, c'est-à-dire une très forte croissance du nombre absolu de personnes âgées de 65 ans et plus. On en compte plus 23 000 entre 2011 et 2021, ou plus 32% en croissance relative. Et si on s'intéresse aux 85 ans et plus, on observe une croissance relative encore plus importante, avec plus 53,5% de personnes âgées de plus de 85 ans. Ça fait 4 400 personnes, à peu près. Voilà. Alors si maintenant on s'intéresse à la répartition spatiale de ces personnes âgées de 65 ans et plus, alors bien sûr, et ça ne surprendra personne, en valeur absolue, ce sont les plus grandes villes du pays qui concentrent le plus de personnes âgées de 65 ans et plus. 15 322 personnes dans la capitale, à Luxembourgville, suivi d'Esch-sur-Alzette, deuxième commune la plus peuplée. Alors on a une petite inversion dans la hiérarchie des communes du pays, puisque Dudelange compte un peu plus de seniors âgés de plus de 65 ans que Differdange, alors que Differdange est quand même assez nettement plus peuplé que Dudelange. Mais si on s'intéresse maintenant aux valeurs relatives, c'est-à-dire au taux de personnes âgées de plus de 65 ans dans les populations communales, là, on observe quand même une grande diversité de situations. Alors, on voit que dans la couronne périurbaine, au nord de la capitale, Niederanven, Lorenzweiler, par exemple, la part des personnes âgées de plus de 65 ans est assez importante. Et là, on peut quand même émettre l'hypothèse qu'il s'agit là
d'un des effets de la construction assez importante de lotissements dans les années 70-80, qui sont encore souvent habités par les primo-accédants de ces logements, qui n'ont pas quitté leur logement, alors qu'en revanche, souvent, leurs enfants, eux, ont quitté ces logements. Donc, mécaniquement, la part des personnes âgées de plus de 65 ans dans ces communes est assez élevée. Et puis, phénomène assez intéressant également, si on observe la partie nord du pays, on voit de nombreuses communes à dominante rurale qui comportent une faible part de seniors. Et là, c'est plutôt l'hypothèse de l'attractivité de ces communes par rapport aux familles avec enfants qui semble se dessiner, puisque les prix fonciers y sont relativement moindres et les loyers également. Alors, je vais reprendre la main sur cette deuxième thématique qui est liée donc, au multiculturalisme et au plurilinguisme. Donc, dans cette partie, je vais vous présenter principalement deux indicateurs. Le premier sur les nationalités des seniors. Dans cette partie, les deux indicateurs, on est parti par rapport au seuil de l'âge. Donc, on considère les seniors comme les 65 ans et plus. C'était notre parti pris. Donc, on s'est demandé, est-ce que la situation des nationalités des seniors est la même que celle à l'échelle du pays? Comme vous le savez, en 2021, le pays accueille 47% de résidents étrangers. La part d'étrangers était de seulement 27% en 2001. Et donc, on voulait savoir quelle était la situation des seniors, en tout cas de la nationalité des seniors en 2021, et plutôt quelle tendance on observe. Donc, on est parti des chiffres de 2021, et les enseignements qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que il y a 7 personnes sur 10, 7 seniors sur 10, qui ont la nationalité luxembourgeoise, contre seulement, entre guillemets, 53% de l'ensemble de la population. Donc, il y a quand même 2 personnes sur 10 en plus qui sont de nationalité luxembourgeoise que l'entièreté de la population. Il y a une personne sur 10, un senior sur 10 qui est de nationalité portugaise, et il y a à peu près 2 personnes sur 10 qui ont une autre nationalité, et principalement, on voit que les seniors sont plutôt soit français, soit italiens. Quand on compare la dynamique entre 2011 et 2021, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une baisse de la part des seniors, hein, ça a perdu quasiment 9 points entre 2011 et 2021, alors que dans le même temps, il y a un doublement de la part des seniors de nationalité portugaise et des seniors relevant de la catégorie autre nationalité. Donc, par autre nationalité, on entend des seniors qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, ni portugaise, ni française, ni italienne, ni belge, ni allemande. Enfin, qu'est-ce qu'on peut constater aussi dans ces tendances, dans ces évolutions, c'est que les seniors de nationalité française et belge ont aussi énormément augmenté en 10 ans. Alors, on va passer maintenant à la cartographie de chacune de ces nationalités. Donc, ici, vous voyez 7 cartes différentes. Chacune de ces cartes représente donc la part des seniors selon les nationalités. Donc, en rouge, vous avez la part des seniors au Luxembourg. Et on constate déjà, quand on regarde, alors là, sur l'écran est un peu petit, mais quand on regarde la légende, on voit que la plus forte classe est au-delà des 80%. Donc, ça veut dire que les communes avec le rouge le plus vif, ça veut dire qu'il y a 8 seniors sur 10 dans ces communes qui sont de nationalité luxembourgeoise. Et là, on constate que la localisation de ces seniors, en tout cas de l'importance relative de ces seniors de nationalité luxembourgeoise, se trouve dans les communes plutôt rurales du pays. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi par rapport à ces seniors de nationalité luxembourgeoise? C'est qu'on voit que les villes, donc les principales villes du pays, notamment la capitale, mais aussi d'autres communes comme Esch-sur-Alzette, on voit que la part des seniors est en dessous des 50%. Deuxième carte
je ne peux pas rentrer en détail non plus pour analyser toutes ces cartes, donc je passe en revue quand même assez rapidement et mes collègues me diront si je suis trop long. La deuxième carte que je vais vous interpréter rapidement, c'est la carte en vert, en couleur verte, qui correspond au seigneur de nationalité portugaise. Donc on voit tout de suite sur cette carte qu'il y a principalement deux zones et notamment deux communes qui ont des parts importantes de seigneurs de nationalité portugaise, c'est La Rochette et Differdange. Il y a des taux qui sont quand même supérieurs à 20%. Il est à noter aussi qu'il y a un peu moins d'une trentaine de communes dans le pays qui ont un taux de seigneurs de nationalité portugaise supérieur à 10%. Concernant la carte des seigneurs de nationalité française, donc c'est la carte en bleu, elle est assez comparable avec la carte en rose, qui est la carte de répartition des seigneurs de nationalité italienne. Et on voit que les communes qui accueillent la plus grande part de seigneurs de nationalité française et de nationalité italienne se trouvent plutôt dans la région sud et dans la capitale. Enfin, phénomène assez intéressant quand on regarde la carte orange et la carte avec un dégradé de noir et de gris. Donc la carte orange, c'est la carte des seigneurs de nationalité belge, et la carte noire est celle des seigneurs de nationalité allemande. On voit que la proximité à la frontière, notamment avec la Belgique et notamment avec l'Allemagne, favorise la concentration de seigneurs de nationalité belge et de nationalité allemande. Deuxième indicateur concernant cette partie sur le multiculturalisme et le plurilinguisme, c'est des indicateurs relatifs aux langues. Dans le questionnaire du recensement, il y avait deux questions par rapport aux langues. Il y avait, et vous le voyez sur le graphique, la première question était relative aux langues principales. La question exacte était quelle est la langue dans laquelle vous pensez et vous connaissez le mieux. Donc, il y avait une réponse unique qui était attendue par rapport à cette question. Et enfin, le deuxième type de question, c'était la langue parlée à la maison. Et là, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient aux répondants. Alors, qu'est-ce qu'on constate avec ces données sur ces langues? Déjà que la pratique du luxembourgeois reste dominante parmi les seniors, largement dominante. On note aussi que la langue française est relativement assez fortement parlée à la maison, autour de 20% des seniors la pratiquent en 2021. Enfin, sur ce graphique, on a aussi essayé de montrer les évolutions entre 2011 et 2021, et on constate d'une part qu'il y a une baisse, somme toute importante, de la pratique du luxembourgeois parmi les seniors entre 2011 et 2021, que ce soit dans la langue principale, mais aussi dans les langues parlées à la maison. Et dans le même temps, la pratique du portugais, la pratique du français ou de l'anglais a augmenté parmi les seniors. Je ne voulais pas vous remontrer encore une carte ou les 7 mêmes cartes comme on l'a fait pour les nationalités, car elles sont très très proches. L'idée de ce graphique, c'était de présenter quelque chose de différent. Et on est parti des trois principaux espaces urbains du PDAT. Donc le PDAT, c'est le programme directeur d'aménagement du territoire. Donc il y a l'agglomération centre, il y a la région sud, qui sont tous deux composés d'une dizaine de communes, et la Nordstadt. Et qu'est-ce qu'on constate par rapport à la pratique des langues principales? En fonction de ces trois grands ensembles urbains, la pratique des langues des seniors varie. On voit que dans les communes de l'agglo-centre, la pratique du luxembourgeois dépasse les 50%, alors que dans la Nordstadt, on est presque à 70% des seniors. Et on voit que le portugais est plutôt, on va dire, pratiqué dans la région sud. Je vais terminer ma slide juste en indiquant, on a essayé de réfléchir aux enjeux qui étaient derrière ces questions relatives à la diversité des nationalités et des pratiques linguistiques. Et on constate principalement deux enjeux. Un enjeu de prise en charge et d'accompagnement des personnes âgées. On sait qu'actuellement, les personnes âgées sont plutôt luxembourgeois ou luxembourgophones. Donc ça nécessite qu'il y ait un recrutement du
personnel qui parle le luxembourgeois dans les services d'aide à la personne, dans le suivi médical. Donc ça reste important, ce besoin, mais on sait que c'est problématique car une large partie des personnels, notamment soignants et frontaliers, ne parlent pas toujours les langues. Alors certes, il y a eu notamment une nouvelle loi qui a été promulguée l'année dernière pour améliorer la qualité des services pour les personnes âgées. Et il y a aussi beaucoup de formations linguistiques qui ont été développées dans les différentes infrastructures pour personnes âgées. Et enfin, je terminerai là-dessus. Le deuxième enjeu concerne plutôt l'adaptation des offres aux seniors, car comme je vous l'ai montré dans les différents graphiques, on voit que la tendance à une diversité, peut-être même une complexité d'usage des langues et des nationalités va devoir faire réfléchir les acteurs qui travaillent autour de la question des seniors. Il va falloir sans doute adapter les politiques et aussi les offres en direction de ces seniors, notamment sur l'aspect plutôt linguistique et de contenu. Je laisse la main à mes collègues. Alors, je vais maintenant aborder la thématique des seniors et du marché du travail. Et le premier constat qui s'impose, c'est qu'au Luxembourg, les seniors, donc ici il s'agit des personnes âgées de 55 à 64 ans, sont globalement peu en emploi. On observe que ce taux d'emploi, donc des 55-64 ans, est de seulement 46,6%, ce qui est faible, notamment en comparaison européenne où ce taux est de 60%. Or, l'augmentation du taux d'emploi des seniors est un enjeu fort, bien sûr, pour l'équilibre des systèmes d'assurance pension et de protection sociale, mais également, je pourrais dire de manière beaucoup plus générale, au sein de l'entreprise pour le maintien d'un lien intergénérationnel et même au sein de la société pour le lien social entre les générations. Alors, comment expliquer ce taux d'emploi relativement faible des seniors? Eh bien, tout d'abord, c'est vrai que dans certains secteurs particulièrement représentés au Luxembourg, on peut imaginer qu'il y ait une certaine forme de discrimination à l'embauche, notamment dans les secteurs qui convoquent des référentiels techniques et culturels qui ne sont pas toujours très, très bien maîtrisés par les seniors. Mais on peut également penser qu'un certain nombre de seniors qui ne sont pas en situation d'emploi ont également éventuellement choisi de ne pas l'être, puisque, évidemment, quand au sein d'un ménage, les ressources financières sont suffisantes pour dispenser l'une des personnes de travailler, eh bien, c'est souvent ce qui se passe. Néanmoins, pour terminer sur le taux d'emploi des seniors, je pense qu'il est important de rappeler également qu'on observe une évolution favorable en 10 ans. Car en 2011, le taux des 55-64 ans qui étaient en emploi n'était que de 36%. Donc, c'est quand même une augmentation de plus de 10 points de pourcentage. Il faut souligner. Alors, si on s'intéresse au secteur d'activité, eh bien, on peut constater tout d'abord que les personnes en fin de carrière, donc entre 50 et 64 ans, sont globalement surreprésentées dans les secteurs de la construction, de l'industrie, de l'agriculture et enfin des services. Alors, cette surreprésentation dans ces secteurs peut s'interpréter de deux manières. Tout d'abord, les seniors sont globalement moins diplômés que les plus jeunes, comme nous allons pouvoir le voir par la suite. Et donc, ils sont surreprésentés dans ces secteurs d'activité qui requièrent moins de niveau de diplôme. Mais on peut également se poser la question, est-ce que les autres classes d'âge qui sont également actives dans ces secteurs, peu qualifiés, n'ont pas tendance à être à résider plus à l'étranger et à être frontaliers que les seniors qui ont pu accéder à la propriété éventuellement il y a de cela 20 ou 30 ans, alors qu'aujourd'hui, avec le resserrement des conditions d'accès au logement au Luxembourg, il est possible que de nombreuses personnes actives dans le secteur de la construction ou de l'industrie soient des frontaliers. Mais il s'agit là d'hypothèses que les données du recensement ne nous permettent pas de confirmer. Alors, en ce qui concerne maintenant la classe d'âge des 65 ans et plus, donc des personnes qui ont atteint l'âge théorique ouvrant le droit à la retraite, eh bien, on observe une surreprésentation des personnes actives dans l'agriculture, comme souvent en Europe, ce qui témoigne d'une difficile transmission des exploitations. Mais on observe également une surreprésentation des seniors de 65 ans et plus dans le secteur des activités immobilières ou dans les activités spécialisées, comme l'architecture, la médecine
ou la recherche. Alors, en ce qui concerne maintenant, non pas les secteurs d'activité, mais les professions, on note globalement une surreprésentation des seniors à la fois au niveau des fonctions dirigeantes, ce qui n'a rien de surprenant et qui s'explique logiquement par le fait que ces professions requièrent une expérience professionnelle conférée par le temps et donc par l'âge, bien sûr, mais également à l'autre bout de la chaîne des professions, dans les professions élémentaires, donc peu qualifiées. Ce qui nous amène à cette dernière slide sur le marché du travail et sur le niveau d'éducation. Vous avez ici sur le graphique une représentation du plus haut niveau d'études atteint par les seniors et on compare cela avec l'ensemble de la population. Alors, on observe que les 50 ans et plus sont 24,4%, donc près d'un quart des 50 ans et plus, à avoir atteint au maximum un diplôme de l'enseignement primaire, contre seulement 6,4% des moins de 50 ans. À l'inverse, un quart des 20-49 ans ont un diplôme de master, donc contre moins de 12% des 50 ans et plus. Il y a donc un grand décalage entre le niveau de formation moyen des actifs en fonction de l'âge. Mais il faut tout de même noter que le niveau moyen d'éducation s'est fortement accru, puisque 38,2% des seniors avaient atteint un niveau postsecondaire en 2021, contre seulement 26,2% en 2011. Donc une évolution favorable du niveau moyen de diplôme des seniors. Alors, passons au contexte familial et résidentiel, avec un premier point sur l'état civil. Alors, pour éviter toute confusion, là, on parle bien d'état civil et pas de composition ou de structure des ménages, et qui correspond aussi à la question des personnes vivant seules, mais ça, je vais y revenir ultérieurement. Donc là, on parle bien des statuts civils. On a préparé donc un graphique qui est consigné dans notre note sur la part, en fait, de chacun des principaux statuts civils pour les répondants donc de 65 ans et plus, en les distinguant par genre, hommes et femmes, et sur 2 années, donc 2011-2021, ce qui permet effectivement de caractériser un petit peu les évolutions. Alors que voit-on? Principalement une chose, en fait, qui est une tendance vraiment marquante, qui est la forte augmentation, en fait, de la part des personnes divorcées parmi les seniors, puisqu'on avait 6% de femmes divorcées en 2011 et on en a en 2021 11%. De la même manière, on avait 6% d'hommes divorcés, je parle bien des 65 ans et plus, hein, bien sûr, et on en a en 2021 10%. Donc on a en valeur relative quasiment un doublement en fait de la part des personnes divorcées de plus de 65 ans, hommes et femmes confondus. Et c'est d'autant plus remarquable que si on prend la population de 30-64 ans, on a une stabilité en disant de cette part de personnes divorcées. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ce que montre ce graphique, c'est que cette part de personnes divorcées en augmentation pour les répondants de 65 ans et plus ne s'est pas faite aux dépens du mariage, puisqu'on avait 56% de seniors mariés en 2011 et on en a 58%, donc une petite augmentation en part relative, en 2021, dans un contexte où le mariage pour les 30-64 ans, c'est pas mal affaissé. Et on a aujourd'hui finalement des taux en 2021 qui sont très proches entre les seniors mariés et les 30-64 ans mariés. Donc c'est 57 et 58%. Et donc ça, on peut l'analyser peut-être, alors c'est une hypothèse, hein, mais simplement voilà, la durée de vie s'allongeant, on peut considérer que effectivement mécaniquement la durée de vie de l'union conjugale augmente également. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit les distinctions entre les hommes mariés et les femmes mariées. On en a beaucoup plus, hein, plus de 70% pour les hommes et un peu moins d'une femme sur deux pour les femmes. Et de la même manière, le veuvage, il y a vraiment une différenciation par genre. Hein. On a plus de 40% de femmes veuves, enfin plus de 35-36%, une femme sur 3 de plus de 65 ans veuve, contre un peu moins de 10% pour les hommes. Et ce qui peut s'expliquer aussi par des différences en fait d'espérance de vie, tout simplement, alors qui tendent à se réduire un petit peu
entre les hommes et les femmes, mais il n'en reste pas moins qu'il reste encore 3 ou 4 ans de différence aujourd'hui d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, selon les derniers chiffres du Statec, si j'ai bon souvenir, de 2021. Pour les plus de 65 ans, Pour... un tiers de Oui, oui, absolument. Dernier point, le Pacs. On voit que ça reste très, très marginal pour les seniors de plus de 65 ans, 0,5 et 1%, respectivement hommes et femmes, contre 6% pour les 30-64. Je parlais je regarde un tout petit peu le temps, donc il me reste une dizaine de minutes. Les personnes vivant seules, c'est un phénomène évidemment, voilà, c'est forcément une question qui a focalisé notre attention. On a eu de la chance parce qu'on avait des données et des informations intéressantes. Ça faisait l'objet d'une question dans le recensement de la population. Et c'était d'autant plus intéressant pour nous qu'évidemment, quand on parle de personnes vivant seules, sur les seniors, évidemment, il y a des risques en fait accrus que ça génère en fait des phénomènes, ou que ça accentue des phénomènes d'isolement, de solitude, qui sont d'autant plus préjudiciables, voilà, compte tenu évidemment de la vulnérabilité de cette population. Donc c'est un phénomène majeur qui s'explique par l'évolution des modes de vie, par aussi des politiques en fait gouvernementales qui sont priorisées sur le maintien à domicile, bien sûr. Mais en tout cas, en 2021, on le voit dans les chiffres, vous avez effectivement en 2021, pour les 65 ans et plus, la dernière case en bas à droite, 23,6% des 65 ans et plus qui déclarent vivre seuls. Donc c'est plus du double par rapport aux 15-64 ans, on a 11,2%. On a une augmentation forte en volume entre 2011 et 2021 du nombre de personnes de plus de 65 ans vivant seuls, plus de 3200 en augmentation. Par contre, en valeur relative, et on ne s'y attendait pas forcément, on n'avait pas forcément anticipé ces chiffres, on a plutôt une baisse, puisqu'on avait 26,7% des 65 ans et plus qui déclaraient vivre seuls en 2011, et on en a 23,6% en 2021. Une des hypothèses, on n'a pas la réponse, mais c'est effectivement qu'on a de plus en plus de seniors qui atteignent un âge avancé, avec donc des cas aussi de dépendance avancée, et donc des admissions en fait en établissements spécialisés qui sont plus importants. D'autant que l'offre d'établissements spécialisés s'est renforcée en fait depuis 10-15 ans au Luxembourg. Et donc ça, et d'ailleurs il y a 5,2% des 65 ans et plus qui déclarent vivre dans une maison de soins ou une maison de retraite. Pour suivre. Rapidement, les personnes vivant seules, on peut aussi l'aborder au plan spatial. Alors vous avez une petite carte là qui montre effectivement le nombre de seniors à travers des cercles plus ou moins grands par commune, et puis un nuancé de vert en fait, donc un dégradé de vert. Alors plus c'est foncé, plus la part en fait des seniors vivant seuls est importante. Plus elle est claire, moins cette part est importante. Donc comme voilà, en résonance à ce que disait Antoine de Coville tout à l'heure, évidemment sur le nombre de personnes de plus de 65 ans, on retrouve à peu près les mêmes communes en fait, de personnes vivant seules. On a Luxembourgville, Esch-sur-Alzette, Differdange et Dullange sur le nombre. Et puis, on a aussi cette réalité, évidemment, du phénomène de personnes vivant seules qui est plus diffuse en zone rurale. On voit notamment au nord du pays, avec des taux allant voilà, de 21 à 29% dans plusieurs communes sur la part des personnes vivant seules en zone rurale. Et puis aussi, on voit qu'en région sud, c'est un phénomène aussi assez important. Le logement des seniors, ça aussi c'est une question intéressante et qui nous a permis d'avoir des informations assez éclairantes sur la question. Alors, on a 3 informations principales issues du recensement. D'abord, le premier, c'est que les seniors sont nombreux à vivre dans une maison. 60% des répondants de 65 ans et plus, et 50% pour les seniors vivant seuls. Donc, on imagine les questions que ça pose, notamment pour les seniors les plus âgés ou dépendants ou vivant seuls, notamment sur les questions d'accessibilité aux étages. Ils vivent également dans des surfaces importantes, 125 mètres carrés en moyenne contre 115 il y a 10 ans. Donc là encore, comment voilà, ces surfaces grandes peuvent être pleinement valorisées et bien habitées, entre guillemets, sans compter que ça pose tout un tas de questions aussi sur l'entretien, sur les coûts de rénovation. Et du reste, on a 24% des répondants propriétaires qui expriment des besoins de rénovation de leur logement. Alors, on a des informations quand même globalement convergentes qui nous conduisent à poser une question sur ces enjeux, sur effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas des décalages en fait excessifs
entre les logements occupés et les besoins des seniors, ce qui pose une question encore plus générale des bonnes conditions, finalement, du maintien à domicile, dans un contexte que vous connaissez, de marché du logement quand même assez dysfonctionnel et très tendu, notamment sur les segments des grandes surfaces, avec des demandes très importantes, notamment des familles. Donc, pour nous, il y a quand même, voilà, ces chiffres montrent qu'il y a des grands défis à relever, hein, notamment d'adaptation des logements aux exigences de l'âge et de la dépendance, hein, sur les dimensionnements des pièces, sur la question d'adaptation technique des salles de bain, sur évidemment tous les enjeux d'accessibilité, de circulation, etc. On a des aides, hein, de l'assurance dépendance, mais voilà, il y a sans doute beaucoup à faire. Les nouvelles formes d'habitat aussi, notamment sur les questions d'habitat intergénérationnel. Et puis peut-être, au plan macroéconomique, l'enjeu de remettre sur le marché peut-être certains logements, ce qui suppose quand même du coup de pouvoir offrir aux seniors des offres alternatives qui soient attractives, notamment sur le segment intermédiaire entre maintien à domicile et établissement permanent médicalisé. Deux dernières diapos sur le handicap. Alors, Frédéric Durand a amorcé effectivement cette idée. On est quand même là une mine d'informations tout à fait inédite, sans précédent sur la question du handicap. C'est la première fois en fait qu'il est abordé dans le cadre du recensement de la population. Donc c'est quand même très précieux, d'autant qu'on est dans un contexte où on a beaucoup de difficultés à quantifier, à caractériser le handicap, notamment parce que effectivement le handicap, c'est pas simplement l'addition des bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, de la pension d'invalidité ou de l'assurance dépendance, mais il y a évidemment une perception tout à fait subjective. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que voilà, l'idée là, c'était de demander le handicap ressenti, la perception de la personne qui était interrogée ou de son tuteur. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a un phénomène qui est très très loin d'être marginal. Alors là, pour le coup, le 14,6%, environ 15% des répondants, on parle tous âges confondus, qui déclarent être confrontés au handicap. Donc environ une personne sur 6, quoi, pas loin. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et dans cette population, les seniors, évidemment, je dis évidemment parce que ce n'est pas inattendu, sont particulièrement exposés. Alors, il y a ce graphique, effectivement, que vous avez à droite, qui montre effectivement différentes classes d'âge, les 0-29 ans, les 30-64 ans, les 65-84 ans et les 85 ans et plus. On voit vraiment la linéarité, la progressivité du handicap qui est vraiment spectaculaire en fonction, effectivement, des classes d'âge. Moins de 9% pour les 0-29 ans et près de 2 tiers pour les 85 ans et plus. Donc ça, c'est effectivement assez implacable. Voilà. Il y a une progression, effectivement, du handicap avec l'âge. Alors, si on agrège ou on fusionne les deux catégories 65-84 et 85 ans en plus, on se retrouve avec à peu près un tiers des répondants, ou pas loin, de 65 ans et plus, 31,3%. C'est quand même 22 416 personnes qui déclarent au moins un handicap. Alors, je dis au moins un handicap parce que les seniors sont particulièrement exposés aussi au multi-handicap. C'est-à-dire la situation dans laquelle on est confronté à plusieurs handicaps simultanément. Donc, il y a plusieurs répondants, en particulier de 65 ans et plus, qui ont effectivement déclaré plusieurs handicaps. Et donc, on a une moyenne de 2,2 handicaps par répondant de 65 ans et plus. Pour ceux qui ont déclaré un handicap, hein, bien sûr, contre 1,4 handicap en moyenne pour les moins de 65 ans. Alors, je termine sur, il me reste 2 minutes, hein, sur d'autres constats. Le constat qui revient à dire aussi que finalement l'âge joue sur l'intensité du handicap, alors de manière peut-être un peu moins sensible que sur d'autres paramètres, mais tout à fait tangible. Pour preuve, 65% des handicaps sont jugés modérés à sévères quand ils sont déclarés par les personnes de 65 ans et plus, contre un peu moins d'un handicap sur 2 pour les moins de 65 ans. Et on avait une autre catégorie qui est handicap léger. Voilà. Donc, c'est évidemment une majorité de handicaps jugés modérés à sévères pour les 65 ans et plus. Et on voit dans ce graphique que ça joue également, évidemment, sur les types de handicaps déclarés. Alors, vous avez en abscisse, du coup, en ordonnée, les types de handicaps.
de fonctions altérées. Et puis, en abscisse, la part des handicaps déclarés par rapport à l'ensemble des répondants. Et par classe d'âge. Donc, vous avez les 4 classes d'âge, jaune 0-29 ans, puis dégradé de bleu pour nos catégories 30-64, 65-84 et 85 et plus. Alors, si on prend un trouble particulièrement emblématique, la mobilité, on voit par exemple que pour les 85 ans et plus, les troubles de la mobilité concernent 42-43% effectivement des répondants de 85 ans et plus. Donc, c'est très important. Si on prend les plus de 65 ans, c'est 15%. Et contre 2% pour les moins de 65. De la même manière, effectivement, on pourrait le faire sur les troubles auditifs, qui sont pour le coup des handicaps très différenciants si on prend le critère de l'âge, avec 10% de plus de 65 ans concernés, contre 1,2% pour les moins de 65 ans. Et puis la malvoyance, et c'est mon dernier mot, c'est quand même un handicap intéressant au plan statistique, là, au plan des chiffres qu'on a, puisqu'évidemment, on a une graduation en fonction de l'âge. Cela dit, autour de 16% pour les plus de 65 ans et un peu moins de 8% pour les moins de 65 ans. Par contre, c'est vraiment le handicap qui est le plus déclaré parmi les populations, tous âges confondus, qui ont déclaré au moins un handicap. 50% pour les moins de 65 ans et environ 63-75% pour les plus de 65 ans. Voilà. Merci à vous. Merci de votre écoute. Et puis, on sera ravis de pouvoir répondre éventuellement à d'éventuelles questions. J'ai tout de suite une question, donc par Rocher, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Là, donc, vous avez fait en fait une cartographie, etc. Pour vous, donc la prévention, si j'ai bien compris, est quelque chose qui est quelque chose d'extrêmement important pour sortir les personnes éventuellement aussi de leur isolation linguistique, géographique, etc. Mais en comparaison avec d'autres pays, est-ce qu'il y a ici des atouts? Vous avez dit c'est assez diffus, c'est pas trop rural comme en France par exemple, etc. Est-ce qu'il y a des atouts au Luxembourg par rapport à la situation dans les pays voisins, par exemple? Est-ce qu'il est possible de comparer? Des atouts, qu'est-ce que vous entendez par là? Sur la prévention? Donc, plus on est proche d'un hôpital, par exemple, de médecins, de services sociaux, etc., plus vous aurez en fait la possibilité d'avoir de l'aide. En zone rurale, bon, ici au Luxembourg, c'est pas énorme comme distance, hein, mais en France, par exemple, vous avez beaucoup de personnes âgées en zone rurale qui n'ont plus rien, pas d'épicerie, pas de. Ils n'ont pas le réseau normal et pas l'accès à des services normaux. Est-ce qu'au Luxembourg, c'est un atout d'avoir des gens âgés, dépendantes ou ayant un handicap à cause de leur âge, vivant en ville ou aux alentours? Je pense que c'est une excellente question et du coup, voilà, comme je n'avais pas le temps sur la carte, du coup, on peut se poser la question, en effet, de l'impact, en fait, de l'état de vivre seul en zone rurale par rapport aux zones urbaines. Alors, on peut se dire qu'a priori, avec un habitat plus diffus, avec moins de services, c'est plus impactant. Après, en zone rurale, parfois, on a des ressorts de solidarité, parfois une personnalisation des relations qui est mais un peu dans les schémas, mais qui peut être plus important, qui peut être une compensation aussi de ça. Sinon, je pense que il faut aussi élargir peut-être cette problématique à la question du traitement, en fait, de la question des seniors aux échelles de proximité, aux échelles de grande proximité. Alors, on a effectivement un certain nombre de pôles urbains, ce qui permet, peut-être que je peux. Oui, non, juste pour compléter ce que vient de dire mon collègue, bon, on n'a pas mené d'études comparatives, hein, évidemment, on n'a pas les mêmes données, mais ce qu'on peut affirmer en étant sûr de ne pas se tromper, c'est que quand même le Luxembourg présente déjà une densité de population importante, une très forte densité d'équipements, également une politique de déconcentration concentrée menée par l'aménagement du territoire qui fait qu'on a des hôpitaux et des cliniques répartis quand même
et couvrant à peu près l'ensemble du territoire. Donc, on n'est pas confronté au Luxembourg à ces déserts ruraux qu'on a ailleurs, et je pense notamment voilà, à la France. Donc, globalement, la situation est plus facilement gérable quand même ici au Luxembourg, d'autant que de nombreuses communes se sont aussi dotées de services spécifiques à l'attention des seniors. Je pense aux services de bus sur demande, je pense au système du téléalarme, les repas sur roue, etc. Donc, il y a quand même vraiment des mécanismes d'aide aux personnes âgées qui sont réellement présents ici et qui facilitent beaucoup la situation et la vie des personnes âgées de plus de 65 ans. Et ça, c'est un avantage, je pense. Et puis avec des stratégies aussi gouvernementales, hein. On a un peu effectivement passé en revue dans le cadre de nos travaux aussi sur les observateurs communaux, des stratégies gouvernementales voilà, qui datent de 10-15 ans sur le renforcement d'un certain nombre d'offres. Je pense notamment à tout ce qui est centre intégré pour personnes âgées, maisons de soins, clubs seniors qu'on appelle maintenant les clubs d'actifs plus, donc avec un soutien effectivement à ces initiatives qui sont quand même effectivement avec un maillage qui est quand même intéressant à l'échelle du pays. Et des politiques gouvernementales qui sont plus ou moins relayées, on va dire, localement, en fonction des régions, en fonction des communes. Mais ça, c'est quelque chose, certainement un axe de progrès pour l'avenir. Et le défi linguistique, comment vous le voyez pour l'avenir? Le défi linguistique. Est-ce que vous avez quand Oui, même oui, des oui, personnes bien sûr. qui, malgré une résidence assez longue, n'ont jamais appris le luxembourgeois, n'ont jamais appris le français? Il y a pas mal de Portugais qui ont toujours travaillé dans le domaine de la construction, par exemple. Je prends un exemple, c'est un peu voilà, banalisé, mais ces personnes-là se retrouveront forcément à un certain âge, peut-être dans une structure, ce qui aujourd'hui n'est pas possible finalement. C'est exactement ce que je présentais dans les diapositives. C'est que la tendance est à une multiplication des pratiques linguistiques, notamment avec une certaine masse de seniors qui parlent ces langues-là. L'enjeu, ça va être des enjeux liés au recrutement professionnel et à la pratique de ces langues pour accompagner du mieux possible les seniors. Mais ça, on le sait depuis longtemps et je pense que les résultats du recensement le montrent. La tendance est à une complexification de la prise en charge des seniors. Donc, oui, c'est des éléments à prendre en compte, mais ça sera aux décideurs de réfléchir à ces questions-là et de mettre en place certaines stratégies, certaines politiques pour aller dans ce sens. Aussi dans les structures, hein. Bien sûr, oui. Le maintien à domicile, ça c'est une chose, mais Oui, C'est toute la question de la formation des professionnels qui vont les accompagner les maisons seniors. de retraite aussi. oui, avec des gros enjeux, puisque nous avons rencontré, au gré de nos travaux là, successifs sur les seniors, hein, un certain nombre d'institutions spécialisées, maisons de soins, centres psychogériatriques, etc. Ils nous disaient la difficulté qu'ils ont déjà aujourd'hui. Ce n'est pas un enjeu pour demain, c'est recruter. Donc la question de l'attractivité en fait, de ces métiers qui peuvent être assez pénibles. On parlait de la seniorité en emploi qui nous choque un peu tous parce qu'on ne se sent pas voilà, à 45 ans senior, etc. Mais pour le coup, ce sont des métiers aussi qui, quand on y travaille depuis 20-25 ans, peuvent être assez usants, assez pénibles, aussi bien mentalement que physiquement. Et donc, il y a une vraie question d'image de ces métiers et de difficulté notamment, et il nous disait, de recruter des employés luxembourgeois, parce que qui sont attirés, voilà, s'ils ont la langue ou la nationalité, par d'autres conventions collectives plus avantageuses, mieux payées, etc. Et donc avec des frontaliers qui ne parlent pas forcément le luxembourgeois, avec des formations qui seront plus ou moins bien, etc. Mais aujourd'hui, rien que pour les personnes, parce qu'aujourd'hui, les seniors luxembourgeois sont encore les plus nombreux aujourd'hui, c'est ça la réalité. La difficulté linguistique aussi pour les accompagner parfois, pour certains qui parlent simplement le luxembourgeois. Question justement des problématiques des recrutements de structures d'accueil, maisons de soins et autres. C'est pratiquement impossible de trouver le personnel qualifié parce qu'il y a des critères de qualité de formation du personnel qui sont posés par le ministère de la Famille, etc. On ne peut pas embaucher n'importe qui. Donc, le problème de la qualification. Ensuite, le problème de la langue, qui est très, très important. Vous avez des luxembourgeois qui doivent communiquer
des soignants qui doivent essayer de communiquer avec des luxembourgeois qui maîtrisent parfois pas. Et il y a un phénomène nouveau avec dans la catégorie des déments, des personnes démentes qui oublient les langues apprises et qui reviennent vers les langues natales qui sont très très loin de la pratique générale de Luxembourg. Vous avez, par exemple, vous pouvez être dans une maison de soins, le problème peuvent être les Néerlandais qui hier parlaient parfaitement le français ou l'anglais ou l'allemand, l'une des langues courantes, et qui aujourd'hui reviennent vers le néerlandais ou vers une autre langue. C'est un problème qui est important. Dommage dans votre étude tout de même qu'il n'y ait pas d'indication sur la situation financière. Ça, je trouve que c'est non pas un défaut, mais une lacune majeure de ce type d'études. Quand vous connaissez les prix de la vie seule, à la maison, des services d'assistance, ou ensuite les prix de l'accueil en maison de retraite, une maison de soins, etc. Cela avoir en relation avec les pensions qui ont la réputation quand même d'être très confortables au Luxembourg, mais par rapport au prix demandé par les institutions d'accueil, ça peut devenir très compliqué, ça peut même pousser les seniors, comme vous dites, à l'endettement et à une redistribution de ce des héritages théoriques. Donc tout cela, c'est bien intéressant comme étude, cela manquait, mais complètement, non seulement parce que je suis dans la catégorie qui vous intéresse, mais parce que... Mais encore très mobile. Pardon? Encore très mobile. Très mobile, oui. D'ailleurs, je suis aussi de l'autre côté de la barrière. Je suis étudiant à l'Université de Luxembourg, je suis en 3e année de doctorat, donc je m'intéresse à un tas de choses, entre autres aux jeunes. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est cette catégorie d'âge. Je vois la population nationale luxembourgeoise quand même vieillir beaucoup plus que nous peuvent le laisser supposer les chiffres actuellement. Donc, le problème de l'accueil dans les situations nouvelles, les situations familiales nouvelles, les jeunes qui n'ont pas de place pour accueillir leurs aînés, qui n'ont pas, et s'ils ont de la place, ils n'ont peut-être pas les compétences ou l'envie, tout simplement, ils ont l'envie, etc. Et ça pousse les fameux seniors vers des solutions qui peuvent tourner très mal. Essayer de vivre aussi longtemps que possible seul dans une maison qui est beaucoup trop grande. On cache cela aux voisins, on cache cela en interne aussi dans la famille. On fait, et puis, un jour arrive la catastrophe, etc., etc. Je pense qu'il faut poursuivre cette mission que vous avez acceptée et creuser les points que vous connaissez sans doute mieux que moi, qui sont à peaufiner, pousser le gouvernement, si possible, qui bloquent un certain nombre de sujets qui sont inabordables pour vous, comme sur la législation, la protection des données, etc. Il faut assez le silence institutionnel qui est ainsi créé. Très intéressant. Merci beaucoup de vos commentaires. Alors, par rapport à l'aspect social, pour le coup, c'était pas l'exercice demandé. L'exercice demandé, c'était travailler sur les données du recensement. Donc, on n'avait pas ces données sociales. Par contre, ça nous démangeait un peu, mais on l'a pas fait parce que c'était pas. Par contre, on vous invite éventuellement, si vous êtes intéressé, à aller consulter les rapports que nous avons réalisés sur des observatoires communaux qui se trouvent en ligne. On pourra éventuellement même vous adresser un email, etc. Et là, on a pour le coup des portraits sociaux des seniors qui sont très intéressants à l'échelle des communes.
On l'a fait à Luxembourgville, à l'échelle de l'agglomération de Luxembourgville. On l'a fait à Esch-sur-Alzette. On l'a fait également à Chifflange. Pas plus tard qu'hier soir, on y était pour parler de ça. Donc là, vous avez quand même effectivement un peu un regard en fait sur ce qui se passe socialement et avec des choses parfois assez intéressantes, hein. Je pense notamment à la catégorie des 50-59 ans, des 50-64 ans, où on voit des vraies inégalités à l'intérieur de cette catégorie de revenus. Donc voilà, vous pourrez éventuellement. Très intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi, par exemple, les Portugais disaient toujours je travaille ici, après je retourne au pays. Dans les faits, ils restent 6 mois au Luxembourg et ils rentrent, voilà. Est-ce que c'est quantifiable ou pas? Et est-ce que ça existe aussi pour d'autres nationalités? Vous On parlez du passe retour à l'hiver au au pays chaud. natal, c'est ça? Oui, On s'est posé la question. Mais c'est très compliqué en fait. On n'a pas de chiffres parfaitement fiables sur ce phénomène. Il faut savoir également qu'il y a des fausses déclarations de résidence au Luxembourg. Il y a des départs qui ne sont pas non plus toujours et systématiquement reportés. Donc, il y a une grande prudence à conserver par rapport à l'exploration quantitative de ce phénomène. Là, je me garderais bien de trop m'embarquer sur ce terrain. Oui, alors absolument. Donc on n'a pas de données objectives caractéristiques. Par contre, on a quelques éléments un peu plus qualitatifs en étant extrêmement prudent, et notamment certains acteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de nos travaux divers qui nous disaient, qui constataient de manière très empirique des situations un peu nouvelles, à savoir des Portugais, par exemple, prenons effectivement cette population, il y en a d'autres, mais qui partaient à 65 ans, à l'âge de leur retraite au Portugal. Et phénomène un peu nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on constatait empiriquement des retours, en fait, 10 ans après ou 15 ans après, alors pour des questions peut-être de protection sociale, pour des questions de familles qui sont restées au Luxembourg, et donc peut-être de solitude ou d'isolement au Portugal, paradoxalement, et donc de retour, effectivement, au Luxembourg. Et nous, on aimerait beaucoup pouvoir le quantifier, ça. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire. Mais ce sont voilà, des signaux faibles qui sont perçus par tel ou tel acteur et qui nous l'ont rapporté. Juste un complément à ce qui vient d'être dit, dans le cadre d'un autre projet qu'on avait sur le schéma de développement territorial de la grande région. Il y a quelques années, on avait travaillé sur la question des seniors et on avait fait notamment des tables rondes avec des acteurs belges, français et luxembourgeois qui travaillaient sur la question des seniors et de l'accueil, et des seniors notamment dans des infrastructures. Et parmi ces acteurs, notamment des Belges, et il y en avait un au Luxembourg aussi, ils avaient observé un microphénomène qui commençait à émerger, c'était le Luxembourg accueille énormément d'étrangers qui sont des actifs occupés, qui viennent parfois de régions qui sont assez loin du Luxembourg. Et certains de ces acteurs identifiaient qu'il y avait certaines de ces personnes qui viennent de loin, rapatrier entre guillemets leurs parents à proximité de leur lieu de travail et leur lieu de vie. Et il y avait même des stratégies. Il y en a qui travaillaient au Luxembourg, mais qui mettaient leurs parents dans des infrastructures, enfin, dans des structures d'accueil en Belgique parce que ça coûtait moins cher qu'au Luxembourg, mais il y avait quand même une certaine proximité spatiale pour aller les voir le week-end, etc. Donc, à voir si dans le temps, ce genre de phénomène va s'accroître ou pas. Une autre question quant au taux d'emploi. Le départ à la retraite en France a été est fixé maintenant à 64 ans. En Allemagne, c'est 67. Les personnes qui ont des carrières mixtes, est-ce qu'elles ont tendance à travailler plus longtemps qu'un luxembourgeois qui, considérant qu'il a 57 ans, qu'il a peut-être fait autant d'études, etc., va partir en retraite? Plutôt, même s'il perd un peu au change, alors que les autres perdent beaucoup. Est-ce que c'est quantifiable, hein? Est-ce qu'il y a des tendances? On va faire appel à nos collègues experts du Statec sur la question. Ça me fait penser juste à une slide qu'on a montrée hier par rapport au taux d'emploi des seniors. Et à Chifflange, il était autour de 53%, alors que la moyenne nationale au Luxembourg est autour de 46%. Alors,
par emploi senior, on entendait les 54-64 ans. Si je dis pas de bêtises, ou les 50-64 ans. Peut-être les 50. C'était les 50-64 ans. Et quand on compare au niveau européen, donc Luxembourg, c'est 46% de cette tranche d'âge. C'est un des plus faibles taux en Europe. Le taux d'emploi des 50-64 ans, un des plus faibles taux en Europe, à comparer par exemple en Allemagne où c'est 80%. Mais Voilà, justement, la est-ce que tranche d'âge, ceux qui ont commencé leur carrière, ça, on parlait on peut pas des savoir. réseaux Pas donner. d'entraide à la personne, je les ai à la maison, ils vont travailler beaucoup plus longtemps à cause du départ à la retraite, parce qu'ils ont des carrières mixtes. Eux, c'est des frontaliers, mais Quand vous dites carrière mixte, juste pour qu'on se comprenne bien, c'est le fait d'avoir travaillé, pour le coup, là, en l'espèce, dans par différents pays. exemple, ils ont Hein, droit c'est bien ça. à une part de leur retraite en Allemagne, mais C'est la ça. recevront à 67 ans. C'est Ouais. probablement peut-être un élément qui joue, mais voilà, on n'a Oui, pas de. oui. Mais c'est une bonne hypothèse, voilà. De recherche. Ouais. Il faudrait faire des analyses plus qualitatives, aller discuter avec ces gens-là pour savoir un peu, pour connaître leur parcours. Et Leurs problèmes. c'est très complexe. Hein. Mm. Ouais. Il y avait des questions en ligne aussi, sauf si j'en ai pas. Je suis celle qui pose beaucoup de questions. Pas de problème. Donc, vous pouvez toujours reposer après. J'ai posé la première question en ligne. Donc, c'était bonjour, je souhaiterais poser la question à mes collègues, donc c'est quelqu'un de chez vous. Par rapport à la nationalité des seniors. Est-ce que dans le groupe des seniors de nationalité luxembourgeoise, dans 70,2%, on trouve les personnes avec une double ou triple nationalité? Par exemple, luxembourgeoise et ou pas. Est-ce que vous avez essayé d'identifier les seniors de nationalité luxembourgeoise de naissance ou par acquisition? Alors, la question de traiter les données sur les nationalités, c'est toujours assez complexe. Donc, il y a des parties méthodologiques qui sont faites au début. Et par rapport donc, à la premier élément de la question sur est-ce qu'on a pris en compte les doubles, triples ou quadruples nationalités, en fait, on ne sait pas. On ne les a pas pris en compte. Ce qu'on nous a livré comme données, c'est la principale nationalité, la première nationalité. Et ce qu'il faut savoir dans le traitement des données, c'est quand, par exemple, il y a une personne qui est franco-belge, par exemple, on va mettre la nationalité belge en premier, parce que c'est par ordre alphabétique. Si c'est une nationalité franco-luxembourgeoise, on va mettre la nationalité luxembourgeoise en premier. Donc, voilà, ça répond à la premier élément de la question. Et la deuxième, Est-ce que vous c'était... avez essayé d'identifier les seniors de nationalité luxembourgeoise de naissance ou par acquisition? Alors, on a eu accès à des données sur le lieu de naissance. Donc, c'est des données qui sont légèrement différentes de la nationalité. Donc, il y a des différences quand même. Par contre, dans le format de la note, on va dire, indiqué, on ne pouvait pas multiplier non plus les indicateurs et rentrer en profondeur. Mais donc on note qu'il y a plus de seniors de nationalité luxembourgeoise que de seniors qui sont nés au Luxembourg. Vous avez encore Est-ce qu'il y a une précision par rapport au premier exemple de Belge Français. Là, on regarde d'abord le pays de naissance. Et c'est le pays de naissance qui va décider quelle est la première. Si ni né en France ou en Belgique, ça peut même nationalité. Oui, non, mais vous faites bien de préciser parce que dans le cadre des observateurs sociaux, les communes font différemment parce qu'elles n'ont pas forcément accès à cette information. Merci. Une autre question en ligne. Bonjour, merci pour cette riche présentation. Je suis particulièrement intéressée par l'activité des seniors. Vous avez montré la profession ISCO chez les personnes de 50 ans et plus. Nos résultats du Labour Force Survey du Statec, donc nos collègues, montrent qu'après l'âge de la retraite, 65 ans, très peu de personnes continuent à travailler. Et nous soupçonnons un fort effet de sélection. Dans notre enquête, le nombre de cas est très faible. Je me demandais donc si vous avez plus d'informations sur les personnes qui continuent à travailler. Profession, secteur, indépendant, etc. Merci. Alors, sur une des diapositives que nous avons montrées, on avait les secteurs d'activité des personnes de 65 ans et plus.
Et la seule chose que l'on peut dire par rapport aux données qui étaient en notre possession, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est qu'il y a une surreprésentation relative très forte donc des seniors plus, donc 60. Non, c'était pas. Oui. Voilà. Dans certains secteurs d'activité. Alors, il y a évidemment l'agriculture, parce que l'agriculture, on sait qu'il y a cette difficile transmission des exploitations, mais il y a également des secteurs d'activité où on peut encore combiner une activité à temps partiel qui n'est pas forcément trop intense en effort et en temps de travail. Je pense notamment à certaines activités immobilières qui peuvent être exercées à temps partiel. Et puis, il y a des secteurs aussi sous pression où les personnes qui sont théoriquement arrivées à l'âge de la retraite continuent à travailler. Je pense notamment au secteur médical, notamment le secteur médical hautement qualifié, où on a quand même une surreprésentation de certains docteurs. Et puis également dans le domaine de la recherche. Mais on n'a pas d'informations très précises non plus sur cette population. Mais effectivement, ça reste quand même assez marginal, hein. Et ça rejoint le constat qu'on a dressé du très faible taux d'emploi des seniors au Luxembourg. Est-ce que vous avez aussi le statut d'emploi, par exemple, est-ce que tu es employé ou on est indépendant? Oui. C'est une question posée aussi. Ce sera très Je ne sais pas si intéressant. vous avez traité. Peut-être qu'on l'avait pas demandé. On a dû faire des choix. On l'a peut-être pas demandé. Donc, peut-être qu'on l'a traité. On a décidé pas de Peut-être le que- mettre dans la note parce que ça reste un document assez restreint. On va aller en finesse. Non, pour le statut et le temps de travail, c'est en plein. Ce serait intéressant de Mhm. mieux Tout à fait, caractériser l'emploi de ces seniors là, au niveau de temps de travail, du genre de l'emploi, du genre aussi. Du genre aussi. Voilà. Parce que les femmes sont qui- plus, à un certain âge, les hommes sont plus, se lancent plus dans l'indépendance. On a aussi encore le contrat de travail, c'est CDD, c'est aussi une variable. Il y a peut-être aussi vous avez parlé de divorce, etc. Des femmes qui ont pendant longtemps, en tout cas la génération qui est proche de la retraite, étaient encore contraintes, enfin avaient encore des contraintes par rapport à leur activité professionnelle, due à certaines lois, etc. Et le manque de crèche. Peut-être que ces femmes-là vont travailler plus longtemps pour avoir, si elles ont divorcé, puisqu'elles n'ont pas droit voilà. En cas de divorce après 2009 oui. Peut-être que ce sont des femmes qui vont travailler plus longtemps maintenant. Et c'est aussi intéressant de voir pourquoi ils travaillent. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie ou parce que voilà, ils risquent de tomber dans la pauvreté. Bien sûr, c'est toute la question, est-ce que c'est un emploi ou un non-emploi subi ou Oui, c'est ça. forcé. Parce qu'il y a des seniors qui voudraient travailler, qui n'arrivent pas à retrouver du travail aussi. Il y a les situations inverses également. Et là, statistiquement, c'est difficile d'analyser ou d'interpréter des chiffres. Là, il faut avoir du matériel un peu plus qualitatif. Oui, voilà. Est-ce que vous connaissez aussi la composition de l'humain? Est-ce que vous avez la variable? Alors, pour le coup, on avait effectivement des informations. Alors, il faudrait que je me replonge dans toutes les données, parce que je n'ai pas forcément tout en tête. Là, au moment où je parle, par contre, on avait effectivement des informations sur la structure des ménages. Et ce qu'on a retenu, parce qu'il a fallu être assez sélectif, parce qu'en fait, le format de la publication voulait qu'on fasse des arbitrages sur ce qu'on allait proposer aux lecteurs. Et donc, nous, ce qu'on a retenu, parce que pour nous, c'était l'enjeu majeur, c'était effectivement la question des personnes vivant seules. Donc, les ménages d'une personne. Voilà. Donc, dans cette étude, c'est focalisé sur des personnes. Les personnes vivant seules. Sur la structure des ménages, on s'est focalisé.
c'est un peu l'objet de mon propos tout à l'heure, hein, Dans cette partie. sur les personnes vivant seules de 65 ans et plus. Voilà, avec, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce chiffre de quasi 24% de personnes, de répondants, en fait, de répondants au recensement de la population en 2021 vivant seuls. Près d'un quart de la population. Il y avait une question spécifique dans le questionnaire sur est-ce que oui ou non vous vivez seul. Donc, voilà, nous, on s'est focalisé là-dessus pour des questions d'économie globale du document et de format. Et d'enjeux, et surtout d'enjeux pour nous. Mais c'est des données qui existent par ailleurs. On a envie d'affiner ça, c'est quelque chose qui est... Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les ménages, il va y avoir une prochaine publication qui portera sur l'ensemble de la population. Cette fois-ci, pas uniquement orientée sur les seniors, dans les prochains mois et qui donnera plus de détails sur la composition des gens. Il y a d'autres questions encore? Dans le chat, non. Très bien. Merci à vous pour la présentation. Merci à toutes les personnes qui sont venues dans la salle et en WebEx. Et si vous êtes intéressés, les slides, normalement, seront disponibles cet après-midi ou demain, ainsi que l'enregistrement de ce séminaire sur notre site statistique.net. Bonne journée à tous. Merci à vous.